Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. C'est le printemps, il fait beau, il commence à faire chaud, les gens arrêtent de manifester dans la rue, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et aujourd'hui, je suis avec un invité. On va parler de choses qui m'intéressent plutôt parce qu'on va parler de crypto blockchain, mais aussi de métaux précieux, qui sont deux marchés, deux thématiques, deux domaines que j'affectionne tout particulièrement, dont je parle souvent, dont Robert Kiyosaki, tonton Kiyosaki, parle aussi très 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 souvent pour ceux qui suivent son fil Twitter. Euh, et c'est donc une solution que je vous partage, qu'on va mettre en avant aujourd'hui avec mon invité Jonathan, qui est aussi une réponse à la question qu'on me pose très 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 souvent, c'est François, dans quoi je peux investir avec quelques centaines d'euros, donc qui est effectivement une question qui n'est pas évidente parce qu'on va pas pouvoir faire grand-chose avec quelques centaines d'euros. Même la plupart du temps, je réponds qu'il vaut mieux à la personne qu'elle se forme par elle-même que plutôt d'espérer atteindre une liberté financière avec quelques centaines d'euros. On sera tous d'accord avec ça. Souvent les plus jeunes ou les plus débutants, les plus néophytes qui veulent absolument placer 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, qui en tant que tel ne change pas grand-chose. Mais ici, donc c'est j'en propose pas énormément, mais une des solutions que je peux partager à des clients, à des personnes qui me posent la question, hein. Je suis sûr qu'en plus statistiquement, par rapport au nombre de personnes qui écoutent, il y a des personnes qui vont reconnaître de suite de quoi on va parler, de qui il s'agit et des services dont on va parler. Et ça permettra à la plupart d'entre vous, évidemment on mettra comme d'habitude le lien dans la description, de se positionner dans cette solution par rapport à ce changement de paradigme, hein, on va le dire aussi, hein. Parce que là, on va parler Web3, on va parler métaux précieux, donc c'est clairement des choses sur lesquelles on va aller. On va sortir du fiduciaire, on va être anti-fiduciaire, anti-bancaire, anti tout ce que, ce que vous voulez d'un point de vue financier pour faire les choses bien et être un petit peu malin. Donc, je vais m'arrêter là, ça fait déjà une bonne petite introduction. Jonathan, merci d'avoir accepté mon invitation. Qui es-tu? Que fais-tu? Et on va pouvoir dérouler. Eh bien, bonjour François, bonjour à tous et merci de me recevoir aujourd'hui. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est des sujets vraiment passionnants, hein. La blockchain, le Web3, ça présente vraiment le futur. Et puis l'or, finalement, même si ça a été un petit peu oublié dernièrement, je trouve, surtout depuis que le dollar n'est plus basé dessus, enfin les monnaies en général, mais qui, avec l'actualité débordante, revient forcément au grand galop, hein, parce qu'entre que ce soit les troubles, que ce soit la guerre ou même la crise économique à venir, etc. Donc les gens commencent de plus en plus à s'y intéresser. Et c'est toujours lorsque ça va mal qu'on le regarde et on oublie toujours de le regarder en C'est continu. vrai, toujours contre-intuitif, mais bon. Exactement. Donc moi, qui je suis? Donc je m'appelle Jonathan. Je suis Jonathan Léon. Je suis marié avec ma femme, hein, Laureline, avec laquelle je dirige l'entreprise BigQuest. On a une entreprise aujourd'hui où on est 6 salariés à temps plein dedans. Et puis tout un tas de prestataires autour pour que l'écosystème entier fonctionne. Euh, Initialement, on avait plusieurs activités. On cherchait au début à juste essayer de démarrer, de se faire une expérience. Là, je parle de ça, c'était peut-être en 2016, en 2017, ça remonte vraiment. On cherchait à se faire une expérience, à commencer à entreprendre. Donc, on avait créé tout un tas de projets qui avaient absolument rien à voir, mais qui nous ont permis d'emmagasiner d'expérience. Et puis, on a commencé à s'intéresser un petit peu, voilà, avec les bénéfices qu'on avait eus, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et puis comment les protéger aussi. Puis, on a commencé à s'intéresser beaucoup, enfin surtout moi, à l'économie mondiale, à comment le monde fonctionne. Et de fil en aiguille, on est arrivé à la conclusion que, de par ce qui allait se passer et de par la situation actuelle, c'était intéressant de se tourner vers l'or. Et donc, le projet BigQuest est né. Alors, au début, il ressemblait pas du tout à ça. Et il n'est d'ailleurs pas encore fini, on est en plein développement. Comme tout projet Web3, oui. Voilà, c'est ça, on va pouvoir en reparler par la suite. Mais voilà, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et notre idée, enfin, ce qu'on a créé, c'est une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent venir vendre leurs produits et les clients peuvent évidemment les acheter, voire même, c'est pas encore disponible, mais pourront revendre le marché, enfin revendre les produits, pardon, il y aura une ouverture d'un marché secondaire qui va se faire. La seule particularité de ce marché-là, c'est pas comme un marketplace classique. Ouais. Non seulement chacun des produits sont adossés à des NFT, donc ça veut dire que ça peut être des produits physiques, hein, ce n'est pas forcément des produits dématérialisés. Comme je te disais tout à l'heure, on a très bientôt normalement un couple de tailleurs qui fabriquent des très beaux costumes à la main en grande mesure, qui vont pouvoir mettre leurs costumes à vendre sur l'interface.
Et donc, leurs costumes seront adossés à un NFT aussi. Donc, c'est vraiment pas que des produits dématérialisés. Et la petite nuance, c'est que l'ensemble des produits à vendre sur la plateforme ne le sont pas en euros, ni même en dollars, ni même en bitcoin, mais ils le sont en BQG. Et donc, qu'est-ce que le BQG? Alors, c'est un nom qu'on a donné pour notre propre crypto qui n'est pas distribuée, elle est C'est un distribuée nulle token, part. tout à fait, ouais. Elle est juste chez nous. Et en fait, c'est le BigQuest Gold, tout simplement. Et c'est une crypto, une monnaie qu'on émet uniquement si on possède réellement 1 gramme d'or physique en lingots Ok. euh, dans les fonds propres de l'entreprise. Donc, c'est très limité. Évidemment, ça croît au fur et à mesure du temps, hein. La supply est quand même très élevée, mais on les émet uniquement dès lors qu'on détient 1 gramme d'or derrière. Ce qui fait que les entreprises qui travaillent avec nous pour vendre leurs produits acceptent ce mode de paiement très facilement, parce qu'en fait, eux, ça correspond à finalement recevoir de la valeur en or, et ils savent qu'ils pourront du coup le retrouver derrière. Et donc, c'est ça qui fait la force de la plateforme, et c'est qu'on essaie de recréer une économie beaucoup plus saine, beaucoup moins variable, basée sur l'or, tout simplement. Ok, super. Oui, effectivement. Alors, on va revenir dessus parce que c'est une de vos spécificités, unicité, j'ai envie de dire, de ne pas réfléchir en fiduciaire en euros et en dollars, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les termes de fiduciaire, mais de réfléchir en or, parce que du coup, il pourrait même avoir un double effet qui se coule par rapport au retour sur investissement que vos clients ont, parce que si en plus l'or augmente, ce qui est plutôt une tendance de fond, une Oui, tendance long terme, on pourra d'ailleurs parler du marché des métaux dans quelques secondes, dans quelques minutes. Et alors, petit disclaimer, évidemment, comme je le fais à chaque fois quand même, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive sur cette émission pour la première fois, le peu de fois où je mets quelqu'un en avant, parce que c'est clairement pas ce que la chaîne est de base, c'est plutôt d'apporter de la valeur, des invités, des experts, et quand c'est moi en solo, c'est d'avoir mon avis sur un sujet bien précis. Bref, quand je mets quelqu'un en avant, et là, pour le coup, c'est encore le cas, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, là, en l'occurrence, depuis des années, avec lequel je suis satisfait. Et en plus, souvent, les liens sont forts. Là, par exemple, on a le même cabinet de conseil crypto, qui est enfin, pour moi le meilleur français, qui s'appelle DNA Partners, avec qui on travaille depuis aussi des années, notamment sur leur token, sur Davency. Donc, vous êtes un client de DNA. Donc, on se connaît depuis longtemps, ça marche très, très bien. On a des clients. Enfin, c'est voilà, petit disclaimer, évidemment aussi, ça reste de l'investissement. Il n'y a aucun investissement qui est sûr et certain, mais diversification, plus vous devez suivre ce que le monde nous apporte en termes de macro, en termes d'économie, en termes de changement de paradigme. Donc là, on est pleinement. Et pour fermer cette parenthèse, ceci étant fait, on va parler aussi de pourquoi, peut-être première question, de pourquoi vous avez voulu mettre de côté l'euro, le oui. dollar, évidemment, parce que bon, le dollar, c'est la fiduciaire planétaire avec qui on échange, mais ça me fait penser aussi qu'en ce moment, il y a la Chine et la Russie qui sont en train de dédollariser complètement la zone pour pouvoir faire des échanges en yuan, des échanges économiques du côté de cette planète qui sont hors dollar. Donc pourquoi et du coup aussi, comment vous faites d'un point de vue pragmatique pour avoir eu cette réflexion-là sur les métaux, tout simplement. Oui, bah c'est une très très bonne question. En fait, ça part de deux choses. D'une part, c'est évidemment la sécurité par rapport à ce qui se passe. Et d'autre part, c'était la volonté de pouvoir accepter des clients du monde entier et de manière très fluide. Je vais expliquer d'abord la deuxième qui est beaucoup plus simple. C'est qu'on s'est retrouvé à avoir des clients qui venaient de zones monétaires différentes que de l'euro, par exemple de Suisse, par exemple certains pays d'Asie ou même des Émirats. Et il se trouve que nous, pour nous, c'était compliqué d'un point de vue bancaire d'accepter autant de monnaie. Alors, il y a des solutions qui existent, évidemment, on les a utilisées, hein, mais c'est pas aussi simple, ça demande des justificatifs, il y a des comptes qui ferment, il faut en réouvrir d'autres, etc. Après, pour tout remettre en euros ensuite pour notre propre comptabilité, Ouais, bah, je des suis fois, bien placé pour le savoir, voilà, effectivement. ça C'est de génère pierre en des... pierre, les banques en plus, donc ouais. Exactement. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un système beaucoup plus simple qui va pouvoir réunir et mettre tout le monde d'accord, finalement, parce que c'est ça la grande force de l'or, c'est que ça met tout le monde d'accord. Sauf ceux qui ne comprennent pas forcément l'économie. Mais l'idée, c'était que, quelle que soit la monnaie que les personnes utilisent, eh bien, elles puissent le convertir en BQG, donc s'en procurer. Et ensuite, tout le monde possédant la même monnaie, eh ben, pouvait effectuer des achats, des ventes, des transactions de manière instantanée et dans la même monnaie. Comme ça parlait à tout le monde. Alors, on n'a pas choisi, on aurait très bien pu le faire avec le Bitcoin, par exemple, parce que c'est aussi l'intérêt du Oui, Bitcoin. oui, oui. Sauf que une grosse majorité de notre clientèle sont des personnes, j'allais dire âgées, c'est pas très respectueux, mais qui sont des personnes qui ne sont pas nées dans la blockchain, Tu es à qui ça plus parle vieille pas que toi. forcément. C'est ça.
Et donc, c'était beaucoup plus simple de leur parler d'or plutôt que de leur parler de Bitcoin, tout en sachant que la sécurité est la même puisque c'est la blockchain qui est utilisée. Après, quel est l'actif en dessous, ça, c'est une autre question. Mais l'idée, c'était ça. L'idée, c'était vraiment de pouvoir parler à tout le monde sur Terre, quelle que soit leur monnaie. Et ensuite, évidemment, Ouais. d'un point de vue sécurité, c'était assez important pour nous. Il se trouve que dans les exercices, enfin dans les entreprises qu'on avait avant, dans les projets qu'on avait montés, on avait des associés, des partenaires, on avait aussi des clients qui avaient tous plus ou moins le même besoin, c'est-à-dire que l'inflation arrivait, puis les gens ne sont pas dupes, hein, les gens se rendent compte que les chiffres d'inflation ne sont pas forcément ceux qui sont annoncés, etc. Même il y a avant cette année-là 2022 qui était très particulière, mais même avant ça, il y avait voilà, des signes avant-coureurs qui pouvaient mettre la puce à l'oreille. Et donc, beaucoup d'entre eux se sont dit, qu'est-ce que je peux faire de mes euros? J'ai pas envie de les garder parce que si je les garde, je m'expose à des pertes de valeur. Ils ne voulaient pas non plus acheter, parce qu'on en avait discuté hein, avec mes clients, qu'ils puissent acheter directement des lingots d'or physiques. Le problème était là de pouvoir les utiliser. Parce qu'une personne, par exemple, Ah qui achète oui. un lingot de 1 kilo et qui, à un moment donné, a envie de ressortir 17 000 euros pour faire un achat de matériel, il est obligé de casser son lingot. Et donc, c'est relativement embêtant. Et ça C'est engendre des vrai. frais, parce qu'il y a des frais de commission à chaque achat, à chaque revente, etc. Donc, il a fallu trouver une solution à la fois pour sécuriser et à la fois pour permettre d'accepter des clients qui a été dans plein de systèmes monétaires différents. OK, super. Bah, forcément, j'adore l'idée. Alors pour revenir, sur le business model, parce que je pense qu'on a été un petit peu rapide et c'est pas forcément facile à comprendre de brut de fonderie. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais tout simplement, c'est que donc les clients vont, pouvoir acheter produits ou services, là, en l'occurrence, via des NFT également, qui sont adossés pour vous à de l'or et en fonction de votre chiffre d'affaires, de votre bénéfice, forcément de la vie de l'entreprise, les différents clients vont avoir un retour sur investissement qui est proportionnel à votre propre bénéfice. Donc tous les mois, parce que en l'occurrence, c'est exactement ça, hein, le dernier jour de chaque mois, donc c'est aussi ça qui est intéressant avec votre service, puisqu'il y a comme des revenus mensuels que vous pouvez réinvestir, parce que je conseille aux personnes, en tout cas au début, de faire pour aller chercher un vrai effet cumulé, c'est de réinvestir, de racheter des NFT qui sont effectivement présents dans une quantité limitée, parce que comme on l'a dit, c'est quand même adossé à quelque chose. Voilà, il y a une question de vous pouvez pas émettre des NFT à l'infini, parce que c'est vraiment par rapport à votre stock d'or, mais les bénéfices de l'entreprise sont redistribués et vous avez des revenus mensuels par rapport à cette performance. Oui, c'est ça. En fait, donc les moyens dont l'entreprise se rémunère, c'est très simple. C'est que dès lors qu'une entreprise utilise le BQG comme moyen de paiement pour vendre ses produits, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un moyen de paiement, ça remplace le virement bancaire, ça remplace Stripe, ça remplace tout ça. Et donc, nous, on prend une toute petite commission sur chaque transaction qui a lieu. Et aussi, en fonction de l'entreprise en question, on a négocié une petite marge, une commission sur la vente primaire en fait, des objets enfin, voilà, des produits et des services qu'ils vendent. Ouais, Donc, ça fait partie du chiffre d'affaires. Et en plus de ça, il se trouve que nous, au sein de l'entreprise, donc une autre personne que moi et moi en l'occurrence, plus évidemment des conseils externes que nous avons, on a une assez bonne expertise sur les marchés financiers. Et moi, c'est parce que c'est vraiment ce qui me passionne. En fait, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la géopolitique. C'est pour ça ouais, que tu viens de là, oui. voilà, c'est ça. C'est pour ça que je m'intéresse énormément à l'or. Et donc, les marchés financiers en font partie. Hein, c'est une partie intégrante de la géopolitique maintenant. Et donc, comme on arrive à avoir des résultats assez intéressants, justement, en utilisant la diplomatie, la géopolitique, prévoir un petit peu quelles sont les ressources qui vont manquer, ce genre de choses. Et donc, on arrive à faire des résultats corrects sur les marchés financiers. Et donc, tout ça, ça vient s'accumuler dans les résultats de l'entreprise. Et comme on avait besoin de lever des fonds pour, euh, pour pouvoir progresser et continuer l'aventure beaucoup plus vite, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est une question de fonds, c'est-à-dire qu'on pouvait Oui, développer tout ce qu'on voulait en 10 ans, mais pour le faire en 2 ans, il nous fallait plus de capitaux, tout simplement. Donc, oui. on a décidé de créer nous-mêmes une collection de NFT, en plus des entreprises qui viennent vendre leurs produits et leurs services. Mais du coup, c'est la nôtre, c'est la collection Aurum. Et dès lors que vous détenez une carte Aurum, à la fin de chaque mois, comme tu l'as dit, eh bien, on redistribue une toute petite partie, donc sous forme de BQG évidemment, une petite partie des résultats de l'entreprise. Alors, c'est pas forcément corrélé parfaitement à ce qui s'est passé dans le mois, parce qu'on a une politique où on lisse les résultats à l'année. Euh, Ouais, Très souvent, ce qu'on distribue, par exemple, en mai, c'est en réalité ce qu'on a plutôt gagné en janvier, février.
mais ça nous permet d'avoir un regard sur l'avenir. Et donc, si on sait très bien qu'on a un mois qui va être très mauvais, où on n'aura rien à distribuer, bah, finalement, on va le lisser sur les mois suivants. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu d'avance, enfin plutôt de retard dans la distribution, mais c'est volontaire. Ça permet d'avoir une bonne gestion. OK, très bien. Excellent. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai, 2-3 précisions dans la description. Comment tu vois, le marché, des métaux précieux? Alors comme tu veux, hein, tu peux rentrer dans les détails, tu peux donner des chiffres, tu peux parler court, moyen terme et comment aussi tu vois le marché crypto, dans les mois et dans les années à venir? Donc même question sur ces 2 marchés qui sont, moi je suis convaincu, mais justement je vais rester neutre et je ne vais pas répondre pour l'instant, par rapport à ton domaine d'expertise et à la fois ton analyse, purement, j'ai envie de dire, technique même. Oui. Bah, en fait, si on parle de logique pure, là, juste sans regarder les graphes, sans rien regarder, juste si on se pose les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et je crois, il me semble que tu l'as dit en introduction par rapport à la Russie, la Chine qui veulent se dédollariser, etc. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand même qui est très, très parlant. Mais après, il y en a plein d'autres, hein. Genre, en ce moment, il y a les États, enfin ceux qui sont plutôt malins, qui font des stocks incroyables d'or, enfin qui accélèrent leur stock d'or. À l'inverse aussi, d'un point de vue crypto, Bitcoin, ouais, il y a certaines institutions, certains États, certains gros investisseurs qui ont accumulé massivement ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais bon, on va pas faire un podcast de 3 heures. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc l'idée, enfin, il y a énormément de signes qui parlent de ça. Et puis il faut rappeler aussi, c'est important, c'est une tare dans l'histoire que l'or ne soit, enfin que la monnaie ne soit plus backée par de l'or. Ça fait vraiment qu'une cinquantaine d'années et C'est ça, ces années 70, oui. c'est ça. Donc ça fait des siècles, même des millénaires que c'était le cas. Et là, ça fait que quelques décennies que ça ne l'est plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une accélération des problèmes économiques et que ça va forcément exploser à un moment donné pour se remettre bien. Donc, il faut aussi mettre en considération, en plus de ça, qu'il y a énormément d'or papier qui est vendu, en fait. Et donc, le cours de l'or, il n'est pas forcément représentatif de la réalité, puisque beaucoup d'or papier étant imprimé, il y a énormément de personnes qui ne le savent pas, hein, des particuliers qui disent j'investis dans Oui, l'or, oui, 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 oui. voilà, et qui en fait n'investissent pas du tout dans l'or, qui possèdent des bouts de papier dont la garantie est assurée par une banque, par exemple, ou par une institution. Mais le problème, c'est que le jour où le système va partir, eh ben, ces banques, elles assureront plus du tout leur garantie. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aussi à ce qu'on achète. Ah, ça, c'est super intéressant, effectivement, parce que j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps avec un investisseur qui me disait non, c'est bon, t'inquiète, j'ai déjà investi dans l'or, j'ai creusé, et puis bon, effectivement, c'était de l'or papier. Si effectivement c'était dans des proportions raisonnables à la rigueur, et encore que je suis vraiment pas fan du tout, du tout, du tout d'acheter un truc qui est censé être quelque chose de palpable, mais sur lequel on a créé quelque chose de papier, comme l'immobilier papier, bref. Et le prorata, je crois, hein, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est 1 pour 200 à peu Ouais, c'est près. quelque chose Mais pas comme dans ça. le bon sens. C'est-à-dire Oui, que bah oui, bien pour sûr. 1 gramme ou 1 kilo, enfin, vous prenez la proportion que vous voulez, pour 1 gramme d'or, il y en a à peu près 200 équivalents papier, mais qui du coup n'existent pas, donc qui ne sont pas adossés dans la vie réelle. Donc c'est incroyable. Tu peux pas avoir cette proportion-là. Enfin, tu sais qu'à un moment donné, ça va planter, hein. C'est comme le principe des réserves bancaires ou un problème comme il y a eu avec FTX. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si certains retirent au même moment, parce que par crainte, par psychologie ou même tout simplement par crise économique, tu l'auras pas. Ou encore une fois, comme c'est des choses qui sont censées être sécuritaires, très sécuritaires, parce que là, c'est censé être le cas, hein, c'est du papier or, mais bon, c'est quand même censé être du métaux précieux, même comme les obligations, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était 16 milliards d'obligations qui ont été perdues dans la faillite bancaire, qui est censé être un des investissements les plus sécurs, parce que c'est de la dette et que c'est remboursable et que voilà, il y a aucune volatilité. Et comme certains experts investissements basent leurs critères de risque sur de la non-volatilité, ce qui est complètement con, et ben, tu te retrouves avec des choses complètement incohérentes, avec des obligations sûres qui sont perdues à coups de milliards, avec effectivement de l'or papier sûr qui vont être un jour ou l'autre perdus, effectivement. Donc voilà, c'était pour en faire une grosse parenthèse, je te Ouais, laisse la parole. c'est très vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les dirigeants du monde savent très bien que si l'or prend 50% en quelques jours, c'est le début de la fin dans la tête du peuple, hein, si on veut, puisque les gens associent l'or à la sécurité et associent une hausse brutale de l'or à ça y est, c'est le début de la fin. Donc, comme ils veulent à tout prix éviter ça, parce que c'est le dernier truc qui tient,
et ben, ils impriment à fond de l'or papier, ce qui fait que peut-être que la demande d'or augmente, que les gens veulent vraiment s'en procurer, mais comme l'offre aussi augmente en proportion, puisqu'il y a de plus en plus d'or papier de créé, finalement, le cours reste plus ou moins stable. Là, je dis voilà, plus ou moins 10%, hein, on n'est pas, c'est pas en train d'exploser. Mais à mon sens, c'est parce qu'ils essaient. Enfin voilà, après on pourra accuser de ce qu'on veut, hein, mais Oui, l'idée, c'est que eux, ils peuvent pas se permettre que le cours de l'or explose parce que ça signerait le signal d'alarme pour tout le monde. ouais, Donc, c'est ça. Ouais. donc ils empêchent le cours de l'or de monter en inondant le marché de faux or, si on veut. Ouais, ouais, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure aussi par rapport à certains États qui sont plus malins que d'autres et qui font du stock de vrai or, parce que historiquement, ça a toujours été le cas en période de crise, même dans certains échanges. Et il y a Veracash qui a sorti il y a quelque temps un partenaire Veracash aussi qui avait fait une superbe émission sur la période Sarkozy où Monsieur Sarkozy avait vendu une grande partie des réserves de la France d'or Oui, à un prix en plus assez bradé pour enflouer certaines caisses, mais du coup qui était un move pas du tout malin du tout non, en effet. comparé à d'autres, parce qu'ils font certains gros font l'inverse. C'est plutôt des gros qui vont faire en sorte d'avoir une stratégie long terme, commencer par les Chinois. Bon, là, j'en ai fait pas mal d'émissions sur la Chine Oui, bah, et qui ont même culturellement une réflexion long terme, civilisationnaire. Et enfin bref, on pourrait en parler énormément, mais c'est pour ça que je parlais d'États qui étaient plus ou moins malins sur l'aspect de l'or. oui. Il Alors faut après, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus et peut-être aussi pas des prédictions, parce que même techniquement, c'est des choses qu'on peut pas se permettre de faire, mais d'un point de vue, même analyse technique, il y a des choses qui font que, enfin, en tout cas pour moi, on est sur, ce que j'en ai déjà parlé en 2019 avant même tout ce qui s'était passé, mais, on était sorti d'une phase de consolidation qui avait duré des années et des années et des années, même, potentiellement 15 ans, pour repartir sur un nouveau marché haussier qui lui aussi va durer très longtemps. Parce que là, on n'est pas sur les cryptos, c'est pas un bull market qui dure 2 ans, c'est pas des cycles qui durent 4 ans, c'est des cycles, il faut rajouter un zéro, c'est des cycles qui durent 20 ans. Donc, et là, on est que au tout début, donc on peut se retrouver avec de l'or effectivement qui augmente drastiquement. Bah, c'est pas impossible, d'autant plus que, en Parce fait, qu'on a parlé du fondamental, mais là, on parle du technique, voilà, si vous pourrez préciser. oui, c'est ça, exactement. Après, moi, je suis beaucoup plus fondamental que technique, puisque, enfin, surtout pour ce marché-là qui, pour moi, est très, très géopolitisé. C'est-à-dire que ça a tellement d'influence. C'est-à-dire qu'une action qui s'envole, finalement, l'État, il s'en fiche un petit peu, hein, ça va pas lui changer sa vie. Par contre, si l'or s'envole, là, ça a un signe vraiment fort. C'est pour ça que je pense que c'est un marché vraiment particulier où, des fois, il faut se méfier de la technique et plus regarder un peu le fondamental. Alors, après, pour le timing aussi, c'est important, évidemment, hein, mais voilà. Mais oui, tu as tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est que le, le, oui, la fin du cycle est là. Tout le monde enfin, ça se voit, ça se ressent, enfin, ça se voit, c'est évident. Donc l'idée, c'est de se positionner plutôt au bon moment et d'attendre. Alors le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est comme la Chine, par exemple, ça voit à long terme, etc. Le marché de l'or, c'est un marché très lent parce que c'est le marché des gros, c'est le marché des baleines. Oui, oui, oui. Ceux qui ont compris que la monnaie, ça sert à rien et que la seule chose qui compte, c'est l'actif. Au final, les gens veulent se procurer de l'or, mais ça peut prendre encore des années, hein, parce qu'on essaie d'avoir des prédictions tout à l'heure. Moi, je pense que c'est relativement imminent, évidemment. Mais l'année dernière, on pouvait peut-être aussi se dire ça, et finalement, il ne s'est rien passé en 2022. Enfin, rien. Oui, après, le but, effectivement, c'est pas d'avoir raison à l'année près ou quoi Ça. qu'il arrive. Mais par Euh, contre, ce qui est certain, c'est que l'or va reprendre une place fondamentale dans l'économie du monde, c'est ça. de par la dédollarisation et de Bah, par. souvent, déjà, quand tu suis ce que font les gros qui se cachent, à commencer par les États, hein, enfin, même les très très gros investisseurs aussi, même les privés, c'est souvent une bonne idée. Puisque ce qui est dit à la télé, dans les médias, dans les machins, les trucs, soit c'est souvent trop tard, soit ils vont dire l'inverse de ce qu'il faut faire, parce qu'eux, vont protéger leurs fesses d'abord. Mais c'est quand même cocasse, parce que je repensais aussi à notre fameux séminaire qu'on avait fait en 2019, mais genre 3 mois avant le Covid, où à l'époque tout allait bien, avant les 3 fameuses années de merde qu'on a eues 2020, 2021, 2022, et c'est pas fini, où on avait parlé de ces sujets-là. Et ça semblait lointain pour certains, et à la limite, il y en a même certains qui rigolaient, où je parlais de la fin de l'euro, alors qui n'était pas pour 5 ans, et puis même on s'en fout, à la limite, si c'est dans 5, si c'est dans 10, si c'est dans un 15, à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Où je parlais de ça, je parlais de la fin de l'État, je parlais de la fin des banques, il y en a certains qui rigolaient.
Mais et maintenant, quand tu as des faillites bancaires, quand tu as des, potentielles, hyperinflation dans des pays, occidentaux, des gens qui vont manifester parce qu'ils n'arrivent plus à manger, l'or, le bitcoin qui voilà, les gens accumulent massivement et qui pourrait exploser dans les mois, dans les années à venir. Ça a été quand même, un accélérateur de l'histoire, comme je le dis souvent ces 3 dernières années. Mais on est quand même sur, enfin c'est passionnant, mais en même temps, il faut faire les bons choix. C'est ça. Et en fait, nous, ce qu'on a pu repérer, c'est les poissons qu'on sautait, comme par exemple SVB, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, Ouais. des petits poissons qui sautent, mais il n'y a pas encore eu les grosses baleines. Parce que par exemple, le jour où la Deutsche Bank va annoncer qu'elle est en défaut de paiement ou en faillite, là, ça va être, c'est pas la même histoire parce que c'est pas la même échelle de banque. Et donc, Oui, 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 oui. Oui. à ce Et moment-là, justement, c'est ce dont on avait parlé, avec Jean-François Faure, le CEO de Veracash. C'est-à-dire qu'on disait que, on a déjà eu des petites, entre guillemets, si je peux me permettre, petites crises bancaires, même à l'échelle européenne, des crises de la dette, puisqu'il y a eu la Grèce, il y a eu, enfin bref. Mais si demain, si c'est, la France, si c'est l'Allemagne, si c'est l'Italie, là, par contre, on ne saura pas gérer. oui, là, c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle, c'est pas les mêmes problèmes, ils pourront pas se sauver parce que souvent, c'est l'avantage et l'inconvénient des institutions, des banques et de l'État, c'est qu'eux, ils peuvent se permettre de faire des erreurs parce que toi, à l'échelle, tu peux pas te permettre déjà dans ton patrimoine perso, même toi en tant que, voilà, en tant que professionnel de l'investissement, si tu fais des conneries, il faut les assumer. Eux, jusqu'à maintenant, ils ont toujours dit: «Bon, c'est pas grave, soit on annule le truc, soit on rend flou, soit on imprime, soit» enfin, ils ont toujours trouvé une solution. Parce que là, en plus, d'un point de vue macro, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on est à la fois dans une récession, dans une hyperinflation et il n'y a jamais eu les 2 en même temps ou plusieurs choses, plusieurs problèmes en même temps. Oui. Donc ils impriment, mais d'un autre côté, il manque les taux, puis il faut réimprimer, enfin bref, c'est n'importe Et quoi. surtout qu'on commence à percevoir des différences de volonté entre certains pays d'une même zone économique. Par exemple, l'Allemagne et la France, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Il y en a un qui veut plutôt baisser l'inflation au maximum, Oui, c'est l'Allemagne, et l'autre qui a plutôt intérêt à ce qu'il puisse toujours payer sa dette dans quelques années. Donc la France, elle oui, a pas. bah, voilà, chacun voit à midi à sa porte, comme on dit. Forcément, là, quand tout va bien, c'était l'Europe, c'était machin. Mais après, quand il y a des problèmes comme ça, on voit, c'est plus des problèmes de souveraineté. Mais comme on n'est pas dans la même situation, alors pour le coup, la France est mieux logique, mieux lotie, pardon, que l'Allemagne. Et la réaction, la solution ne va pas être la même. Ce qui est logique. Là, sur un point de vue d'énergie, sur la question de l'énergie, par exemple, on est beaucoup mieux que l'Allemagne. Ils ont fait des choix industriels et politiques qui n'ont pas été bons. Le nucléaire, par exemple, pour ne pas revenir dessus, qui ont fait que derrière, forcément, quand il faut prendre des solutions et qu'il faut des choses concrètes, c'est pas la même. Et puis même sur l'or, hein, le stock d'or de l'Allemagne, il est ridicule hein, par rapport à l'économie du pays. Ah oui, 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 oui. Bon, là aussi, on est mieux lotis. Donc, Donc, mais c'était un choix d'avant sur lequel ils n'ont pas vu les conséquences à moyen terme et encore moins à long terme, ce qui se fait différemment. Donc, est-ce que peut-être tu veux en dire un petit peu plus sur les cryptos, parce que là, on parle pas mal de oui, l'or. oui, tout à fait. Bah, l'idée, c'est que donc l'or, c'est assez indéniable et évident que ça va exploser dans les prochaines années. Voilà. Si on regarde maintenant et dans 5 ans ou même dans 10 ans, bon, bah, tout le monde se dira ah, si j'avais investi. Mais pour ce qui est des cryptos, je pense que ça va faire un bel écrémage. Je pense que évidemment le marché en globalité va plutôt exploser pour les mêmes raisons que l'or. Après, il se peut qu'il y ait certaines timidités au début puisque c'est nouveau. Pour moi, c'est la première vraie crise majeure que le Bitcoin va traverser. Et je ne parle pas de crise de crypto, je parle de crise mondiale vraiment. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a potentiellement, c'est la première fois de l'histoire du Bitcoin, puisque ça a été créé après la subprime, que faire face à une vraie crise macro, une crise boursière, crise économique, financière. Voilà, exactement. Donc, les gens pourront peut-être être timides au début, mais justement, il suffit qu'une ou deux grosses baleines se positionnent dessus, faute de moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est quand on parle de l'or qui explose, mais on parle du fait aussi qu'il se peut qu'il soit très difficile de se procurer de l'or à un certain moment. Puisque Bien si ça sûr. monte vraiment et que tout le monde en veut, ça va être compliqué. Et l'or, c'est pas infini. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui ont vraiment beaucoup de capitaux vont se dire, je peux plus acheter d'or, mince, bah, vers quoi je vais? Donc, évidemment, il y a l'argent, il y a d'autres métaux, etc. Mais le Bitcoin pourrait être une alternative assez évidente. Et donc, c'est pas impossible, c'est même très, très favorable et très probable que ça explose avec. D'autant plus que comment dire, la démocratisation du Bitcoin n'est pas assez. C'est-à-dire que maintenant, enfin, pour moi, ça devient un produit qui devient. Enfin, Oui.
plus qu'un produit évidemment, mais ça devient un produit qui est mûr, c'est-à-dire que tout le monde en a entendu parler, parmi les gens qui ont accès à Internet évidemment. Tout le monde en a déjà entendu parler, beaucoup de gens ont déjà essayé, et ça devient quelque chose de mûr. Donc oui, le timing est très bon pour le Bitcoin C'est en fait. ça. Mais c'est intéressant comme sujet parce qu'effectivement, là, ce qui s'est passé avec SVB, euh, ça a été la première fois de l'histoire de Bitcoin que le Bitcoin a réagi comme une vraie valeur refuge. Ce dont on parle depuis des années, qui sont même pourquoi il a été créé d'un point de vue philosophique. Et là, là où il y a eu des crises bancaires, il y a eu des moins, je ne sais pas combien, sur les différentes banques en bourse, et plusieurs banques dans plusieurs continents qui ont commencé à tomber. Et à ce moment-là, tu as le Bitcoin qui fait plus 50%. Et je crois même que j'avais vu les statistiques, hein, j'aimerais bien la retrouver, mais je crois que c'était en l'espace d'une semaine ou 3 jours ou 5 jours, je ne sais plus, on s'en fout. C'était la plus grosse augmentation depuis 2019, sur une échelle de 3, 5 jours ou 7 jours. D'accord. Ouais. Sur cette échelle-là, hein, on parle pas de mensuel, d'hebdomadaire ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment, on est passé je crois de 19 000 à 28 000, puis, alors qu'on était à 15 000 juste avant. Enfin, c'est la première fois de l'histoire où, effectivement, c'est une vraie valeur refuge. L'or a aussi augmenté, mais la crypto a vraiment joué son rôle à ce moment-là. Et les planètes commencent à être de nouveau réalignées. Parce que là, ça commence, les taux, normalement, en tout cas, l'augmentation des taux va diminuer. On commence à réimprimer un petit peu. On a des crises bancaires. Donc, normalement, tout est aligné pour que le Bitcoin soit véritablement dans la même logique que l'or, finalement. Ouais. Parce que on parle de l'or depuis tout à l'heure, mais quand on revient même à l'idée de base, pourquoi l'or? C'est parce que c'est rare, que c'est difficile à aller chercher. À la limite, que ce soit de l'or en tant que tel, on s'en fout un peu. Enfin, le métal en tant que tel, bon, c'est joli, c'est sympa, ça brille, mais on s'en fout un peu. Sauf que dans toute l'histoire de l'humanité, c'était l'or. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué d'en échanger, d'en retrouver des nouveaux. Parce que et en plus, si tout le monde le stocke, c'est aussi une raison, c'est pour ne pas le ressortir, sauf Monsieur Sarkozy, mais Oui, c'est ça. Et puis, faut pas oublier que justement, il y a 50 ans, quand l'or était encore vraiment massivement utilisé, bah, c'était pas la même économie, c'était pas la même population. La Chine et l'Inde étaient complètement hors jeu il y a 50 ans. Et donc, c'était pas vraiment fort. Alors que là, il y a plus ou moins la même quantité d'or qu'il y a 50 ans. Bon, il y a eu évidemment un peu plus, mais ça n'a pas non plus oui, augmenté. c'est très léger. Oui. Comparé Voilà. à la masse monétaire qui, elle, a fait x5 Exactement. en Donc, dollars, ouais. maintenant, l'économie en 50 ans, elle a fait un boom monstrueux, ce qui fait que la demande d'or de là maintenant, comparée à il y a 50 ans, ça va être démultiplié. Enfin, ça va être, parce que en fait, il y a la Chine et l'Inde, même le Brésil qui entrent en jeu, qui n'étaient pas là il y a Oui, 50 ans. oui, oui, voilà, c'est ça. Non, c'est super intéressant. Et, et on a cet aspect politique où ceux qui étaient dans l'abondance depuis 50 ans, enfin même depuis plus que 50 ans, on va commencer par les Occidentaux, l'Europe, les USA, ne font pas les bons choix, sauf quelques choix bien positionnés, comme la France qui repart sur du nucléaire. C'est un autre débat sur lequel on pourra revenir, d'un point de vue scientifique, s'il vous plaît. Voilà, hormis deux, trois petits trucs intelligents par-ci, par-là, effectivement, c'est plutôt, comme tu le dis, l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil qui font les choses intelligemment. Donc, c'est un début d'effondrement économique et social pour certains, d'autres qui font les bons choix. Dans tous les cas, on ne sera plus jamais dans l'abondance comme on l'a été. Donc, il faut revenir. Ça fait écho à ce que j'ai dit dans la dernière émission en solo, pour lequel j'ai quand même été plus que d'habitude dans la politique. Et il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Donc, on n'oublie pas aussi que, voilà, que les États-Unis sont en voie de dislocation et qu'on arrive sur un nouveau modèle. Ouais. Après, faut pas oublier une chose, enfin, moi que je trouve assez intéressante, c'est que dans l'Empire romain, par exemple, bon, faut pouvoir comparer évidemment, mais on va essayer de le faire. Mais dans l'Empire romain, il y a eu des phases, il y a même eu des décennies complètes où l'Empire romain était en PLS. Littéralement, il était étouffé sous une crise, sous les guerres, etc. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais Ah bah pour oui, autant, oui. il a repris le flambeau et il a tenu encore quelques siècles. Donc on n'est pas à l'abri de voir aussi les États-Unis, par exemple, pendant 10, 15, 20 ans, suffoquer un petit peu, avoir plusieurs fronts face à l'Asie, face à la Russie, etc. Mais ne pas forcément sombrer totalement et repartir d'ici 20, 30 ans. En fait, une fois qu'une génération aura passé, peut-être que l'élan va repartir, mais rien n'est sûr. Hein, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il faut pas éteindre les États-Unis tout de suite. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, ils sont pas dans une position favorable, en tout cas pour l'instant.
bah, d'autant plus qu'ils sont très mal dirigés, on peut le dire, et on ne sait même pas vraiment qui dirige, quoi. C'est surtout ça le C'est vrai. C'est vrai et je rajouterais même, alors c'est très subtil et il faudrait, là aussi développer, mais, hem, la Chine où j'étais peut-être beaucoup plus optimiste, justement avant le covid, avant, enfin en 2019 où là où je voyais vraiment enfin la Chine était en super forme par rapport aux USA. Il y a deux trois choses, à commencer par le marché immobilier chinois, quelques aspects de leur économie qui sont en train de s'effondrer. Alors, ils font les bons choix, mais effectivement, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, hem, par rapport à la stratégie chinoise. Alors nous, notre rôle, elle est limite, si on parle de souveraineté nationale et si tu veux faire les choses bien, ce serait de potentiellement, purement et simplement de boycotter tous les produits chinois, alors qui c'est des pro des produits de sous-qualité et de revenir sur du made in France et si tu veux en faire les choses bien, quand on parle de guerre économique. Exactement, je suis un petit peu moins optimiste sur la stratégie de la Chine. Par contre, elle est toujours mieux sur le papier que celle de la Chine ou celle de l'Europe, ça c'est sûr. Que celle des États-Unis ou oui. celle de la France. Oui, après, faut pas oublier qu'on a tendance à voir une stratégie et une économie justement dans le monde qui tourne. Mais s'il y a un renversement des forces et que effectivement la Chine et la Russie créent une monnaie commune basée sur l'or, peut-être que dans cette nouvelle économie, finalement, la Chine, elle est extrêmement bien placée parce qu'elle a déjà peut-être prévu la suite et Ah ben peut-être ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je dis que d'un point de vue long terme, leur stratégie va peut-être mettre plus de temps pour se mettre en place. Mais normalement, enfin, elle prend des bonnes décisions. Après, il y a des choses sur lesquelles elles n'avaient pas prévu, je pense, que ça se passerait comme ça. Ouais. c'est ça. Et comme nos dirigeants vivent dans un monde de bisounours, forcément, c'est plus compliqué de suivre. Oui, après, il y a le dossier de la Russie qui est très, très important là-dessus à court terme, qui va faire que, soit ça se rapproche de la Chine, soit on a une réflexion autre vis-à-vis de l'Europe et l'Europe considère la Russie comme européenne, avec une Union européenne différente, bien évidemment, hein, mais ça sera complètement différent. Mais là, c'est la stratégie, de leur côté et autre, justement, où ils font des échanges en or et des échanges en yuan en ce moment, donc bon. Ouais, exactement. OK, bah, super. Bon, là, on a pas mal parlé de géopolitique, de macroéconomie. C'était passionnant. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur BeQuest quand même? C'est pour ça que tu es là, Jonathan. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur votre actualité, sur votre roadmap, les choses importantes? Voilà, dis-nous tout. Oui, bah alors la principale grosse mise à jour qui va arriver, parce que là, si vous vous connectez tout de suite, vous verrez, c'est très simple, hein, parce qu'on vraiment on est en phase de progression bah, vraiment à grande échelle. Donc là, la prochaine grosse milestone, ça va être tout l'espace créateur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, comme je vous disais, il y a pas grand-chose, mais l'idée, c'est que là maintenant, l'espace créateur va permettre aux entreprises de pouvoir venir et mettre leurs produits en ligne directement. Donc, c'est des entreprises avec lesquelles on a déjà signé, avec lesquelles on travaille déjà et qui utilisent déjà le BQG comme moyen de paiement. Simplement, elles ne sont pas encore mises en avant sur notre plateforme. Ça, c'est tout ce qu'on est en train d'installer et donc il sera disponible d'ici quelques semaines. On a très hâte que ça sorte. Ça va être vraiment chouette. Donc, voilà, ça va permettre de rendre les choses bien vivantes. Après l'espace créateur, donc qui va vraiment être un gros morceau, on va essayer aussi revoir tout le moyen de paiement parce qu'en fait, l'objectif pour nous également, c'est que les gens puissent totalement ne plus avoir besoin d'euros. Alors évidemment, c'est utopique, hein, mais l'idée, c'est que vous puissiez, par exemple, aller payer pour faire vos courses avec une carte et que ce soit votre compte en BQG qui soit débité. Et pour voilà, Oui, ça je comprends. En plus, c'est pas si compliqué que ça à faire, hein. Il y a déjà des entreprises qui le font, avec des métaux, avec d'autres choses d'ailleurs, hein, même. exactement. Donc Ça l'idée, c'est demande une force de frappe autre, mais d'un point de vue voilà. pragmatique, c'est assez facile à mettre en place. Voilà, donc on est en train de voir aussi toute cette partie moyen de paiement pour que tout le monde puisse utiliser les BQG, donc l'or, pour vivre au quotidien, et également les entreprises, etc. Et puis surtout, on aimerait bien gamifier énormément la plateforme pour que ce soit le plus amusant possible, parce que bon, par le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça devient compliqué de s'amuser, ça devient compliqué de souffler. Donc on est en train aussi de réfléchir à un système avec des badges et des grades pour pouvoir progresser dans l'univers BigQuest et obtenir voilà, des petites attributions qui auront des accès particuliers. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, il y ait un grade qui soit ambassadeur BeQuest et puis qu'on fasse un événement privé où on loue un château au bord de la Oui. Loire ou quelque chose comme ça, et puis on invite que les ambassadeurs BeQuest, par exemple. Donc, il faudra Oui, avoir. c'est ce que tu retrouves aussi dans le monde du NFT où ça donne des droits particuliers à des événements ou à des choses très particulières. Ça se fait beaucoup, ou même dans le milieu du luxe, ça ce qui se fait depuis très 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 longtemps. Si tu as déjà fait certaines choses, tu peux avoir accès à certains produits qui ne sont pas accessibles par tout le monde, ou alors il faut déjà avoir certains autres produits pour avoir accès. Donc ça, c'est top.
Ça, c'est sûr qu'effectivement, c'est efficace. Évidemment, pour ceux qui veulent se positionner maintenant, c'est possible. Il y a ça fait un moment que vous êtes en place. Comme je le dis souvent, je préfère une forme simple, mais un fond, plus qu'efficace, plutôt que l'inverse. Plutôt plutôt Oui. qu'un très bon marketing, une très belle forme et derrière, il y a pas les reins qui sont solides. Ça en va Exactement. sans dire. Nous, depuis le début, Voilà. on n'a jamais fait de pub, on n'a jamais, enfin, moi, honnêtement, Google Ads, tout ça, j'ai jamais, jamais fait pour cette entreprise-là. On n'a jamais eu un seul centime de marketing. Et pareil, notre interface du site, alors on a Rémi dans notre équipe qui est très, très doué pour ça. Mais malheureusement, il y passe que très peu de temps puisque le plus important pour nous, c'est que toute la partie blockchain, Oui. opérationnelle, moyens de paiement, etc., soit aux petits oignons. Ah Donc, mais on est c'est top parce que, même s'il y a plusieurs choses à dire ici, c'est que il y a aussi le contexte, c'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Là, je suis bien placé pour le savoir. Tu peux avoir, de retravailler sur ton branding, sur ton site, ton machin, c'est ce qu'on a fait aussi de notre côté. Mais si c'est pas le bon moment, on va pas, même si plusieurs personnes nous le demandent, mettre un budget, marketing, influenceur, je ne sais quoi, hein, alors que c'est pas du tout le bon moment. Sur le marché, il y a moins de hype, il y a moins on parle de Web3 et de crypto toujours, hein. Par contre, quand ça sera le moment, voilà, il faudra être prêt, il faudra avoir travaillé avant, il faudra avoir, le budget qui est prêt, mais il y a aussi le contexte ça. et dans tous les cas, et ça, c'est plutôt même l'investisseur, business angel qui parle, vaut mieux travailler sur le produit, travailler sur tout ce qu'il faut, pour que ça soit opérationnel et fonctionnel et tout ce que tu veux et à ce moment-là, commencer à envoyer du lourd, plutôt que de faire l'inverse. Parce que là, tu vas avoir un vrai problème, parce que déjà, si ça va pas être fonctionnel, bah, tu vas avoir des mauvais retours clients, tu vas avoir et il vaut mieux un produit et ce qui a été le cas d'ailleurs même des derniers projets que j'ai mis en avant, certains, ils ont travaillé des années dans l'ombre avant de mettre le moindre euro en marketing. Mm. Ça, c'est très important à comprendre. Ouais, ouais, c'est C'est ça. un peu contre-intuitif d'un point de vue utilisateur, même d'un point de vue client, communauté. C'est-à-dire pourquoi vous n'alliez pas à fond maintenant? C'est pas le bon moment et c'est peut-être même pas encore prêt à 100% sur les produits et services. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, accepter 8000 clients d'un coup en 3 semaines, bah, il faut pouvoir l'absorber. Et Mmh, donc, mmh, mmh, si mmh. c'est pas le cas, bah, autant pas faire de pub et autant construire la Oui, solide. oui, puis après tu te retrouves comme FTX, effectivement, tu as Voilà. la moitié de la planète qui est chez toi, mais en fait, tu avais rien de solide derrière. Heu, ceci étant dit, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble et effectivement, c'est pour ça que j'investis déjà à titre personnel et que, je vous mets en avant. On va conclure cette émission. Jonathan, qu'est-ce que tu voudrais partager pour conclure, que ça soit d'un point de vue pragmatique et aussi d'un point de vue conseil philosophique, sociétal? Dis-nous tout. Eh bien, vaste sujet, il y a plein de choses à dire. Non, le numéro un que je dirais, c'est ne possédez pas d'obligations d'État européen. Bon, Encore moins française aussi? oui, c'est ça. Non, c'est surtout éviter en fait d'investir dans tout ce qui est lié aux États, parce que c'est de là dont va venir la crise. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises dont l'État a des actions, par exemple, ou qui ont des subventions d'État, il faut surtout pas investir dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je préconise. Oui, oui, bien sûr. Et puis tout ce qui est la monnaie, pareil, la monnaie, les obligations, en fait, ça c'est des choses émises par les États, donc c'est forcément, ça va forcément être impacté. Donc essayez d'avoir un maximum d'actifs le plus possible. L'or, c'est vraiment très bien, c'est pour ça que nous on travaille avec ça. L'immobilier aussi, c'est bien. Bien que l'immobilier, voilà, faut pouvoir encaisser aussi potentiellement, hein. On n'est pas à l'abri que justement, si la guerre prend de l'ampleur, etc., l'immobilier pourrait être amené à perdre 30%, 40%, mais ce serait temporaire et il faudrait pouvoir encaisser sur les années ensuite. Mais Oui, bien voilà, sûr. Bah, après, là, si tout le monde est au même niveau, après, bon, du oui, moment que c'est tu as un ça. toit sur ta tête, déjà, c'est excellent, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Et qu'en plus, tu peux aider tes proches, ta famille, des amis, des machins, ce sera déjà aussi à un autre niveau. Tu seras parmi le top 1. Souvent, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, OK, tu perds peut-être des avantages, des privilèges, mais si tu fais mieux que la plupart des gens, tu seras quand même dans le haut du panier d'un point de vue valeur, patrimoine, et j'en passe, c'est des Ah oui, meilleurs. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, moi je dirais ça, fuyez tout ce qui concerne l'État, donc les entreprises dans lesquelles on parle, les actions, la monnaie, tout ça. Non pas que ce soit mauvais, mais c'est juste que c'est ce qui va prendre cher dans les années qui viennent. Et essayez d'avoir des actifs qui auront de la valeur dans le monde d'après. En fait, c'est pas compliqué. Essayez On d'avoir des dirait moi actifs. qui parle, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, mais essayez d'avoir des actifs que n'importe qui sur Terre voudrait vous acheter. Et par exemple, un Pakistanais ou quelqu'un qui vit au Bhoutan ou quelqu'un qui vit en Argentine ne voudra pas forcément vous prendre votre euro, il s'en fiche. Par contre, votre gramme d'or, il voudra bien l'avoir.
Donc, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de parler à tout le monde sur Terre parce que quel que soit le monde d'après, ben, cet actif-là sera encore désiré. Donc, c'est vraiment ça. Exactement. Non, non, c'est bien dit. C'est bien dit. Effectivement, ça te permet de réfléchir autrement sur l'actif et des choses enfin, basiques qui pourraient avoir moins de valeur aujourd'hui comparé à d'autres choses futiles, matérielles. Mais comme tu le dis, quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, la chose matérielle, lui, il s'en fout. Bah, déjà aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il veut plutôt être sur des choses plus basiques. Et ça te permet de réfléchir autrement à ce que tu achètes, ce que tu consommes, tes investissements évidemment en premier lieu, parce que c'est quand même une chaîne d'investisseurs. Donc merci beaucoup, merci infiniment pour ce partage de valeur. On a pas mal, je pense, aidé en parlant de tous ces sujets. Comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il faut dans la description et il y a un petit avantage en ce moment si vous passez par le lien que je mets en description. Comme d'habitude, j'ai essayé de négocier pour vous un petit avantage c'est pour la communauté. Je mets évidemment le détail à cet endroit-là. Mais si vous investissez promptement dans les services de BeQuest, dans une certaine limite et avec une certaine date aussi, une certaine deadline qu'on précisera, à ce moment-là, ça vous permettra d'avoir des avantages sur cette fabuleuse idée de NFT blockchain hors service que vous proposez. Merci beaucoup, Jonathan, et bon, on se dit à très vite pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.